Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais saluer Adrien qui vient de me présenter, qui est l'un des deux cofondateurs. Je voudrais aussi saluer l'autre cofondateur qui est Henri, et puis saluer un certain nombre d'amis, notamment la Task Force IA, qui m'entourent pour les propositions que je vais faire dans le cadre de l'élection présidentielle. Dans quelques mois, nous y serons, et je pense que la révolution technologique que représente l'IA est tellement importante qu'elle doit être au cœur des propositions des différents candidats. Et j'ai saisi justement cette occasion de ce salon pour que je puisse exprimer la vision que j'avais, notamment sur l'IA, parce que c'est, je pense, fondamental pour les prochaines années. Le numérique, c'est un domaine que je connais un petit peu, puisque pendant les 10 ans, dans les années 2000, début 2010, j'étais le spécialiste, notamment au Parlement, du numérique, tout simplement parce que je pensais que Internet allait bousculer totalement la société, notre façon de travailler, notre façon de nous informer, notre façon de nous divertir. Et j'ai voulu vraiment être à l'origine de toutes les lois, du cadre législatif qu'on a forgé en France et qui existe toujours d'ailleurs, et à l'intérieur duquel l'Internet français, européen, a pu se développer et naturellement, de proche en proche, j'en suis venu à l'intelligence artificielle. En un mot, ce que je voudrais dire, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'annonces sur l'intelligence artificielle. Les résultats n'ont pas toujours suivi. Et pourtant, vous partagez, j'imagine comme moi, cette conviction et cette certitude que l'intelligence artificielle, c'est vraiment la grande bataille technologique, la plus grande peut-être de notre histoire, sans présager évidemment de l'avenir. Et ce que je veux, c'est deux choses. D'abord, mettre l'intelligence artificielle au cœur de l'action de l'État et ensuite au service vraiment, mais dans un service très concret dans la vie quotidienne des Françaises et des Français. D'autant que cette révolution, elle est en train de changer de nature. D'un côté, vous avez des investissements qui sont massifs et qui parfois nous effraient, nous qui sommes européens, nous qui sommes français. Dans la dernière année, les 4 plus grandes entreprises américaines dans le secteur ont englouti plus de 600 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, nous, en France et en Europe, souvent, on débat et on régule. Et puis, de l'autre côté, vous avez des nouveaux modèles qui sont des modèles très puissants, qui sont des modèles qu'on appelle frontières, qui sont capables de lire des millions et des millions de lignes de code, qui sont capables de raisonner comme les meilleurs esprits et qui sont capables surtout d'exploiter la moindre de nos vulnérabilités, la moindre de nos failles. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la question de l'IA, elle nous concerne tous et en tout cas, elle doit concerner chaque candidat à l'élection présidentielle. En un mot, l'IA, c'est un peu le nucléaire augmenté. Je pense que c'est encore plus. Et si je devais faire une comparaison, puisqu'on vit notre souveraineté, notamment en termes de défense, mais aussi en termes d'énergie, repose toujours sur cette colonne vertébrale du nucléaire. Et d'ailleurs, grâce à l'énergie nucléaire, aujourd'hui, on a une électricité qui est à 95% décarbonée. C'est vraiment, on est sur le podium mondial en termes d'électricité décarbonée et une électricité qui est peu coûteuse. Or, comme vous le savez, l'IA, les data centers, sont très énergétivores. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on essaie de mesurer la puissance des data centers en gigawatts, en unités finalement d'énergie. Et c'est un atout que l'on a. On a d'autres atouts. Et c'est ce qui est souvent le paradoxe français, parce que d'un côté, on a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de choses pour réussir, et de l'autre côté, on a le sentiment de piétiner. D'abord, des atouts pour réussir, je parlais de l'énergie. On pourrait parler de champions, Mistral, Chabvision et tant d'autres. Certains sont d'ailleurs ici. Et aussi, on a une école de mathématiques qui est célèbre. On est sans doute, avec les États-Unis, la nation, mais on n'a pas le même poids démographique, la nation la plus médaillée en médaille Fields. On a une 13, je crois. Donc on a une vraie puissance, on a de vrais atouts. Et de l'autre côté, malheureusement, en termes de failles, en termes de piratage, on est le 2e pays au monde le plus piraté. C'est même le Premier ministre qui, il y a quelques semaines, l'a reconnu. 3 vols par jour. Vous voyez l'ANTS il y a quelques mois avec pratiquement 10 millions de Français qui ont été impactés, dont les données personnelles numériques ont été livrées sur le dark web. Et du Connect, même chose, là c'était des mineurs, il y en avait 3,5 millions. Donc ces faiblesses, elles sont préoccupantes. Et je pense que face à ces atouts, et en s'appuyant sur ces atouts, mais
en plus de façon très réaliste, en regardant les failles en termes de sécurité, les faiblesses que nous avons, on doit éviter deux écueils, à la fois d'être techno-BA. Il ne faut pas être techno-BA, il y a la question de la souveraineté, j'en parlerai tout à l'heure. On ne peut pas être techno-réac, on ne peut pas dire jamais l'IA parce que l'IA va asservir l'homme. L'IA, elle est là déjà et je pense qu'il faut la saisir comme n'importe quelle technologie, même si ce n'est pas n'importe quelle technologie, comme une opportunité, sans d'ailleurs mépriser les menaces qu'elle peut comporter. Il faut, je pense, et c'est mon attitude, être techno-réaliste, tout simplement pour prendre le meilleur de l'IA en essayant vraiment de contrôler les choses. Ce que je veux faire, encore une fois, c'est vraiment, vis-à-vis de nos compatriotes des Français, leur donner très concrètement le meilleur de ce que peut donner l'IA, notamment dans la vie quotidienne. Et je veux aussi, là aussi, transformer l'État, et ça tombe bien, on a un État qui est totalement sclérosé, totalement bureaucratisé, et je pense que l'IA vraiment peut nous aider. Si je commence par l'État, ce que je voudrais faire, très rapidement, c'est d'avoir, je l'appellerai Marianne, une IA agentique, c'est-à-dire un assistement administratif unique qui permette à tous les Français, de façon, en termes ergonomiques, très très simple, de résoudre des problèmes un peu compliqués, des problèmes beaucoup plus simples, pour simplifier tout ce qui est démarches administratives. Mais la mise en place de cet agent, ça veut dire une transformation absolument radicale de l'État. Et croyez-moi, l'État, je le connais, je l'ai pratiqué comme élu local, j'ai présidé un département, j'ai présidé une région, j'ai été ministre de l'Intérieur. Et quand on est ministre de l'Intérieur, bien souvent, on est au cœur, d'ailleurs en matière de cyberattaque, de souveraineté, on voit les choses telles qu'elles se passent, très concrètement. Et on voit les failles. Et on voit les failles quotidiennement d'un État qui est aujourd'hui, je vous l'assure, à l'âge de pierre sur l'aspect numérique. Moi, justement, je pense qu'on peut combler ces retards qu'on a. Il y a un scandale que constatent tous les Français, que vous pouvez aussi constater, c'est que jamais on a eu autant de dépenses publiques. On a une dépense publique qui est astronomique. On est parmi les champions du monde occidental pour lever les impôts, et pour autant, nos services publics sont fragilisés. Vous prenez la justice, vous prenez l'école, vous prenez les urgences, l'hôpital. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que cet écart entre les moyens qu'on met et le résultat qu'on a scandalise les Français, à juste titre. Et ce n'est pas les fonctionnaires, les agents publics qui en sont coupables. 40% de leurs tâches sont des tâches rébarbatives et répétitives. Donc moi, mon souhait, c'est un objectif qui sera un État qui sera efficace. On soulagera les agents publics, les fonctionnaires, et on améliorera le service qu'on donnera aux Français. Et je pense que l'IA, justement, parce qu'on est très en retard. Pour la plupart des pays européens, on a une efficacité qui est nulle par rapport à la productivité, notamment dans l'administration, par rapport à tous les autres États européens. Et je pense que l'IA, justement, peut nous permettre de faire un saut quantique. Souvent, quand on a du retard, on peut saisir une opportunité, une nouvelle technologie pour transformer radicalement l'État. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Comment fait-on? Très rapidement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les 3 grandes inspections, notamment du ministère de l'Intérieur, du ministère de Bercy et aussi de l'IGAS, du ministère de la Santé, qui ont conclu à ce que sur les 5 800 000 fonctionnaires, on en avait plus d'1 130 000 qui étaient exposés à l'IA au sens du BIT, du Bureau international du travail. Notre idée, et le calcul que l'on fait, c'est qu'on peut, sur cette masse-là, prendre une hypothèse prudente et se dire qu'entre 1/4 et 1/5 peuvent justement bénéficier et voir leur poste totalement transformé, notamment pour les soulager sur les tâches rébarbatives et répétitives. Et sur ces 250 à 300 000, l'idée que nous avons, c'est pour la moitié de les remettre sur le terrain. Je peux vous expliquer, je pourrais vous parler de ce que font les policiers, de ce que font les gendarmes. Ils sont le plus souvent occupés sur des procédures qui sont très compliquées. Vous avez, comme moi, peut-être cette image d'un policier, vous allez dans un commissariat, vous êtes arrivé un pépin, il va prendre avec l'index, il va taper, etc. Pour peu que la personne parle une autre langue, parle notre langue, etc. C'est compliqué, c'est long, c'est long. Donc l'idée, c'est d'en mettre la moitié, de gagner 250 000 postes, d'en mettre la moitié sur le terrain, aux vraies tâches, de les rendre à leur métier, ce métier pour lesquels ils se sont engagés, et pour l'autre partie, de ne pas remplacer tous les départs à la retraite pour faire des économies. Et en termes d'économie, je pense qu'on aura un État à la fois plus efficace, et en termes d'économie, nous calculons qu'on peut faire à peu près 15 milliards, à la fois en masse salariale,
L'IA appliquée à l'achat de l'État, c'est des milliards, des dizaines et des dizaines de milliards, et en même temps à la fraude. Bercy, d'ailleurs, n'est pas en retard, mais on a notamment la fraude sociale, et on peut facilement avoir, nous l'avons montré dans un petit document que vous pourrez consulter, très précisément une quinzaine de milliards. Ça, c'est fondamental. En même temps qu'on améliorera l'administration, qu'on améliorera le service aux usagers, donc aux contribuables, aux Français. L'idée, c'est d'améliorer tous les services publics. Je vais prendre deux exemples. Un exemple que je connais bien sur la sécurité. Il faudra demain autoriser, dans un cadre contrôlé, dans un cadre rigoureux, des caméras intelligentes. Vous n'imaginez pas en termes de sécurité les moyens que ça donnera aux policiers et aux gendarmes. C'est absolument fondamental devant l'hyperviolence qui est en train de gangréner un certain nombre de nos territoires, que ce soit rural d'ailleurs ou urbain. Sécurité civile, on parle beaucoup actuellement des feux. Eh bien, je peux vous dire, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais beaucoup poussé un certain nombre d'expérimentations à partir de l'IA sur la sécurité civile, notamment pour détecter les feux. Aujourd'hui, on a des miradors. Vous placez des sapeurs-pompiers avec des jumelles. C'est long, c'est compliqué. Eh bien, demain, avec des caméras qui peuvent parfaitement distinguer une fumée de poussière ou une fumée de feu, vous aurez un départ de feu dont l'alerte sera donnée très vite. Et vous savez que ce qui nous distingue en France par rapport aux autres pays européens, et c'est ce qui fait notre force, c'est d'attaquer le feu dans les 10 premières minutes. Parce que quand vous attaquez le feu dans les 10 premières minutes, c'est là que vous allez arriver à le fixer très vite et même à l'éteindre. Et vous avez des modèles désormais. Il y a 3 ou 4 départements qui se sont lancés plus ou moins loin dans cette modélisation, mais vous avez des modèles qui vont, d'IA notamment évidemment alerter, mais qui sont couplés à une carte, à l'hydrométrie, à la température, au type par exemple de végétation, si on a une végétation très verte ou une végétation en souffrance, et qui en fonction du vent va modéliser justement la propagation de l'incendie. Et ça, pour les sapeurs-pompiers, pour les forces de sécurité civile, c'est capital pour pouvoir attaquer le feu, y compris d'ailleurs avec un retour sur les Canadair et sur la flotte notamment d'aéronefs qu'on a, hélicoptères et Canadair. Un exemple rapidement sur la sécurité, un autre exemple sur la santé, je vais être encore plus rapide, mais le grand basculement sur la santé, ça sera la prévention. Il n'y aura pas de sécurité sociale demain qui tienne, il n'y aura pas de système de santé qui tienne sans qu'on bascule massivement, plutôt d'ailleurs les complémentaires que la sécurité sociale en elle-même, mais qu'on bascule sur la prévention. Évidemment, l'IA prédictive est vraiment un outil fabuleux. Ça pourra aussi, vis-à-vis des médecins comme des infirmières, leur redonner du temps. Vous savez qu'un médecin passe 7 heures par semaine embourbé dans des tâches administratives. Et pour une infirmière, on pourrait lui redonner, là encore, pour le soin de ses malades, à peu près 2 heures, ce qui est absolument, là encore, fondamental. Un médecin généraliste, en plus, n'a plus le temps de compiler les milliers, les millions d'articles. Et là encore, il sera aidé dans son diagnostic, il sera aidé dans sa propre formation au quotidien par l'IA. Je voudrais simplement terminer, puisque je parle de l'IA au service des Françaises et des Français, vis-à-vis des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a un double retard en France. On est moins équipé en robots, en cobots, que ne le sont par exemple les Italiens, que ne sont les Allemands, malheureusement. Et ça a participé de la désindustrialisation française. Et l'autre déficit, c'est quand nous, on investit une entreprise en moyenne, une PME, 8 € sur l'IA, une entreprise européenne, c'est 10 €. On a 20% de retard qu'il faut absolument rattraper. Eh bien, on le rattrapera. Un plan robotique, cobotique, avec un suramortissement qui va permettre en très peu de temps, en l'espace d'1 ou de 2 ans, de compter en charge l'investissement pour que ce soit beaucoup plus rentable. Et ce sera un vrai atout, un avantage fiscal qui sera décisif pour l'équipement de nos entreprises. L'idée, c'est de prévoir pour les PME et les ETI un PAC, un starter pack IA, pour pouvoir, là encore, pas seulement les sensibiliser, mais leur permettre de disposer d'un environnement qui les aidera justement à cette conversion, à cette transformation vers l'IA. Et bien entendu, on aura aussi un certain nombre d'autres dispositifs. Un dispositif auquel on tient et qui vise notamment le statut des co-dirigeants. Il y a énormément de dirigeants qui sont pas mal payés, mais qui ne sont pas les vrais patrons, mais qui ont un statut de salarié. Je pense que le statut de salarié comptait encore au XXe siècle, mais il comptera de moins en moins, il sera de moins approprié, évidemment pour les indépendants, mais y compris sur ces dirigeants. Et donc, nous comptons créer un statut de co-dirigeant pour qu'ils puissent avoir
un poste, en tout cas un profilage pour leur statut plus adapté en termes de souplesse, en termes d'accès par exemple à des stock options, pour qu'on puisse garder les meilleurs talents. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Un mot sur la souveraineté, parce que si on veut déployer l'IA, y compris au cœur de l'État, mais partout, je parlais tout à l'heure de la santé, je parlais de la sécurité, sécurité intérieure ou sécurité civile, il est hors de question d'oublier la souveraineté. La souveraineté, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense que la bataille de l'IA, je le dis assez solennellement et ici au cœur de la station F, elle n'est pas faite pour les idiots du village global. Elle n'est pas faite pour ceux qui sont béats devant la technologie. Parce que derrière les plateformes, il y a des puissances, bien sûr, financières, mais ces puissances financières ont une logique impérialiste. Et s'il faut penser un seul instant, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui vous parle, que ces puissances n'ont aucun lien avec des États qui eux-mêmes ont des logiques impérialistes, mais alors vous vous trompez complètement, du côté de l'Est et du côté de l'Ouest. Donc cette question de souveraineté, elle est fondamentale. Il y a deux enjeux, la sécurité et la liberté. Un mot sur la sécurité, je parlais il y a quelques instants des modèles frontières qui sont stupéfiants. Et là aussi, il y a un saut quantique. Et dans quelques temps, je ne sais pas si c'est dans quelques mois, dans quelques années, les meilleures sécurités, ils pourront les craquer. Je vous ai parlé de la NTS, des 19 millions de Français dont les données personnelles avaient été piratées. Je vous ai parlé des Connect. On est mauvais. On a malheureusement des failles et on est le pays européen le plus sujet aux attaques et le plus fragile vis-à-vis de ses vulnérabilités. J'ai présenté il y a 8 jours, au premier salon, c'était la première édition de la souveraineté numérique, le plan, j'ai appelé le plan Vauban pour l'État, qui permettra de reprendre la main sur notre souveraineté. Ce plan, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un pilotage qui devra partir de Matignon, parce que sinon, le numérique aujourd'hui, il est dispersé dans chaque ministère en silo. C'est le propre de l'État français. Si on veut avoir une action cohérente, unifiée, ce sera Matignon qui est la base, qui est la tour de contrôle, si j'ose dire, interministérielle de l'État. Et je confierai à l'ANSSI, qui sera, si j'ose dire, augmentée et qui aura des moyens considérablement renforcés, c'est elle qui sera le pilote pour la sécurité. Elle sera aidée d'ailleurs du ComCyber, y compris de l'armée, parce que je pense que, je me souviens à Beauvau, c'était chaque semaine, il y avait des cyberattaques, mais demain, il faudrait être capable de riposter, y compris avec les moyens militaires de la riposte, de la cyber-riposte. Et c'est pour ça qu'il faudra que l'ANSSI puisse s'adjoindre ce type de compétences, en tout cas ce lien, cette coordination, cette articulation entre l'aspect civil et l'aspect militaire cyber. Deuxième chose, il faudra basculer toutes nos données sensibles sur un cloud souverain. Et ce cloud souverain, il faudra qu'il soit aux meilleures normes de sécurité. On a cette norme-là, qui est une norme européenne qui est sûre, SecNumCloud, et ce sera cette norme qui permettra de jauger, de mesurer, d'attester de la sécurité du système souverain. Dernier point, il y aura un audit critique de tous nos systèmes sensibles. Et enfin, et ça c'est fondamental, je pense qu'on ne coupera pas un système de switch-off, un système qui nous permettra de disjoncter par compartiment les compartiments qui un jour pourraient être exposés si on ne veut pas contaminer l'ensemble de notre système. Et ça, c'est une action de l'État qu'il faudra mener de façon militaire, de façon méthodique, de façon méticuleuse. Ça ne sert à rien d'avoir une défense, si j'ose dire, nucléaire, si demain le pays peut être, si j'ose dire, mis à bas par des attaques cyber qui seraient des attaques qui se propageraient à l'ensemble de nos systèmes et qui pèteraient la France, la nation, notre pays à terme dans tous ces systèmes. Un mot pour dire que cette question de souveraineté, elle est une question de sécurité, elle est une question aussi culturelle, c'est un combat culturel. Il faut que nos IA soient entraînées avec nos propres corpus, avec notre langage, pour connaître notre histoire, notre culture. Il faut une IA qui puisse parler le français au sens que aujourd'hui les IA portent avec elles une vision du monde. Nous avons, nous Français, une façon particulière, singulière d'habiter le monde. Eh bien, cet enjeu sur l'IA sera aussi cet enjeu culturel, je vais insister. Je termine sur la liberté. J'ai commencé par dire tout à l'heure, la bataille de l'IA, elle n'est certainement pas faite pour les BA
pour les idiots du village global. Elle n'est pas faite non plus pour les obsédés de la norme, pour les obsédés de la régulation. Et malheureusement, en Europe, c'est toujours ce qu'on fait. En France, encore plus. En général, on surtranspose et on en rajoute des couches. Mais souvent, le réflexe, notamment à Bruxelles, c'est qu'avant d'innover, on réglemente. Et là, franchement, impossible. Ce que je ferai, dans le cadre européen, bien sûr, ça tombe bien d'ailleurs dans le cadre européen, puisque le PPE, parti d'ailleurs qui est le mien, européen, puisque c'est le parti qui est le premier groupe parlementaire au niveau du Parlement, et c'est le parti désormais, le PPE, personne n'en parle, qui est majoritaire au Conseil de l'Union, puisque nous avons déjà 17 gouvernements sur 27, et demain sans doute près d'une vingtaine. Donc on sera capable de prendre le levier et de faire en sorte de réorienter l'Europe sur des politiques publiques sur lesquelles on voudra investir. Eh bien, ce que je demanderai, c'est une dérogation sur 3 ans sur le RGPD et sur l'IA Act pour des systèmes notamment stratégiques. Ça, c'est fondamental. On doit pouvoir ne pas se heurter au mur de la réglementation quand il y va de l'intérêt national ou de l'intérêt européen. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer rapidement. Évidemment que si on veut demain une IA souveraine, si on veut demain un État qui soit beaucoup plus agile au service de nos compatriotes, il faut aussi des moyens. Les moyens, j'en ai entendu parler tout à l'heure, c'est les moyens en capitaux. Bien sûr, il faudra réserver un compartiment de la BPI qui soit un compartiment spécifique IA. C'est pour ça que je milite pour une retraite par capitalisation le plus vite possible. Plus on aura de fonds avec la capitalisation, et moins on sera dépendant évidemment de fonds qui sont des fonds étrangers, américains ou autres. Tout va ensemble. Il faudra aussi la commande publique. Il faut non pas un Buy American Act, mais au contraire un Buy European First, pour que dans la commande publique, qui peut orienter bien entendu l'argent public sur telle ou telle société, on puisse acheter européen et français. Ça sera fondamental. Un autre point, ça sera les talents, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que là aussi, on est très dépendant parce que malheureusement, nos talents sont en train d'émigrer. Il faudra bâtir un plan retour avec des avantages fiscaux en termes notamment d'impôt sur le revenu, avec des avantages sociaux, notamment en termes de retraite et de transférabilité des points ou des systèmes de retraite lorsque ces talents travaillent à l'étranger. Mais sans ce plan de retour, on n'y arrivera pas. C'est fondamental qu'on récupère des talents qu'on a formés chez nous, et dans nos meilleures écoles d'ailleurs, et qui sont partis ensuite travailler à San Francisco ou partout dans le monde. Et ce que je voudrais dire aussi là pour conclure, c'est que cette bataille de l'IA, elle en appelle une autre. C'est celle de l'école. Parce qu'on ne fera rien sans la formation de nos jeunes de demain. Si les algorithmes ne cessent de progresser et que le niveau scolaire en France ne cesse de régresser, demain, on aura des générations qui ne seront pas des générations augmentées, mais qui seront des générations diminuées. Et c'est pour ça que l'enjeu de l'école est un enjeu absolument central, absolument fondamental pour demain. Il faudra bien entendu revenir sur toutes les erreurs qui ont été faites en matière de mathématiques. Vous savez que le classement PISA nous classe dans les derniers rangs maintenant en maths. Vous savez qu'en lecture, pour les élèves qui rentrent en 6e, il y en a 1 sur 5 qui ne parle pas correctement français, qui n'écrit pas bien. Donc il faudra revenir à une école où on formera d'abord les maîtres d'école, mais l'IA aura sa place, mais sa juste place. Et je pense que la place de l'IA d'abord à l'école, c'est vis-à-vis des maîtres d'école. Parce qu'ils peuvent gagner du temps pour préparer leurs cours, pour pré-corriger les copies, pour faire un suivi personnalisé. Ils peuvent gagner près de 10 heures par semaine. C'est énorme, c'est énorme. Pour les élèves, je suis opposé à ce qu'on expose les collégiens à l'IA trop tôt. Je pense que c'est à partir du lycée, et je voudrais qu'on s'inspire d'une expérience de Singapour, où à Singapour, ces élèves de ce niveau-là ont appris non seulement à interroger l'IA, mais surtout à contredire l'IA. Moi, ce que je veux, c'est demain des jeunes qui commandent à la machine et pas des machines qui commandent à nos jeunes. Et pour terminer vraiment, puisqu'on parle beaucoup d'un très beau film que j'espère vous avez été voir sur le Général de Gaulle. Le Général de Gaulle dit tout en une phrase. Dans un de ses plus vieux bouquins, il dit « Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote ». Ce que je veux dire, c'est que rien ne remplacera
pour l'esprit critique, jamais les humanités. Rien ne remplacera jamais, justement, là encore, la culture générale. Et si on veut gagner, et on peut gagner demain, cette bataille, moi je m'y engage, ce sera vraiment un des points importants de mon programme présidentiel, parce que l'IA est une architecture de civilisation, parce que l'IA c'est beaucoup plus que l'atome. L'atome était un levier de puissance, l'atome était un levier de souveraineté, mais l'IA demain, ce sera la souveraineté. Voilà la raison pour laquelle je m'engage dans cette belle bataille avec tout autour de nous un écosystème qui ne demande que cela, simplement de l'énergie, de la liberté, simplement aussi de remettre les choses à l'endroit, dans le bon sens. Merci de votre attention.